Parler. Bonsoir. Donc voilà, suite à l'émission d'hier, je vous avais dit que je reviendrai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques questions auxquelles je vais répondre. Et évidemment, cela vous permettra de lancer des remarques. Mais ce soir, je ne vais faire qu'une demi-heure, donc ça va être assez concentré. Mais comme je vais le faire régulièrement, on pourra même, disons, aller vers des sujets beaucoup plus ciblés, comme par exemple la politique au Maroc, les relations au Maghreb, le Proche-Orient, la conférence sur le Proche-Orient, la Syrie, etc. Donc ce soir, on va encore rester dans quelques généralités, c'est-à-dire en répondant à quelques questions. Et puis, vous pouvez établir vos remarques. Et puis, bonsoir Jeanne. Et donc, voilà, je voudrais répondre à Ken Floch qui m'a demandé mon avis sur l'agression de Marion Sigaud. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens-là qui se déclarent antifascistes, ils appliquent les méthodes des fachos, c'est-à-dire la violence. En fait, ils ne savent pas parler, enfin, ils ne savent pas discuter, et ils utilisent des méthodes que nous avons connues dans certaines périodes des sociétés totalitaires, qui avaient des groupes d'action, des groupes d'assaut, les SA, ou les Italiens, ou les fachos à Paris, etc., en 1934, qui cassaient la gueule aux opposants. Et malheureusement, en plus, ces gens-là, ces antifas, sont protégés par le ministère de l'Intérieur français, qui s'en sert pour taper sur ceux qu'on n'aime pas, que le système n'aime pas. Évidemment, les premiers visés sont les gens d'égalité et réconciliation, et Marion Sigaud qui fait un boulot super, eh ben ils ont trouvé ces moyens. Comment dire, c'est enfantin, c'est ridicule, c'est mesquin, parce que rien ne va nous arrêter. Rien ne va l'arrêter, surtout, je connais bien Marion, donc ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Et donc, malheureusement, ça montre à quel point on est arrivé au niveau du dialogue. Je rappellerai tout simplement que dans les années 70, il y avait une très grande liberté en France parce que, par exemple, Faurisson pouvait écrire dans Le Monde, et il y avait un dialogue, et aujourd'hui, malheureusement, ce dialogue est arrêté. Je voudrais répondre à Soufiane, qui m'a demandé si Israël s'isole-t-il de plus en plus. En fait, Israël est dans une logique comment dire, c'est une logique de superpuissance qui n'admet aucune critique. Évidemment, enfin, j'imagine que vous êtes, la majorité d'entre vous, vous êtes assez jeunes, et vous n'avez pas connu, moi j'ai connu l'Israël des années 60 et 70, qui était une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus, parce qu'il était plus sûr de lui, il était aimé, il était apprécié, et donc aujourd'hui, Israël devient de plus en plus une société fermée, qui empêche Ahlan, Salah, M. Kamel, Shukran, tabarakallah alik. Et donc, c'est une société qui devient beaucoup plus fermée. Par exemple, ils interdisent maintenant l'entrée comment il s'appelle déjà, enfin des opposants comme Finkelstein, comme les militants de BDS, comme une photographe française qui voulait aller en Cisjordanie. Et donc, en fait, c'est une société qui devient de plus en plus fermée, et même les organisations des droits de l'homme israéliennes sont menacées, on les menace de couper les vivres. Mais en même temps, c'est la logique coloniale. Vous savez, prenez par exemple la France qui occupait l'Algérie, qui était en Algérie. La France n'a jamais voulu entrevoir une solution pacifique dans les années 40 et 50, au moment où il en était encore temps. Et la logique coloniale veut qu'on aille jusqu'au bout de cette logique, c'est-à-dire aller vraiment contre le mur. Et Israël n'acceptera jamais une solution qui puisse
lui amoindrir sa souveraineté, sa domination sur le Proche-Orient. Il faut qu'Israël domine. Et donc, Israël, regardez l'arrogance d'Israël. Il fait la nique au monde entier. Le Conseil de sécurité adopte une loi finale, adopte une résolution tellement gentille qui demande juste l'arrêt de la colonisation, même pas de détruire les colonisations existantes, non, juste arrêter parce qu'il y en a marre, parce qu'il y en a trop, enfin quoi. Et Israël, enfin je veux dire, mais comment donc? Mais c'est quasiment une nouvelle choix pour eux, enfin c'est inadmissible, c'est intolérable. Mais c'est ce qui va perdre Israël en fin de compte. C'est ça le truc qu'il faut voir, parce qu'à long terme, à un moment donné, petit à petit, les pays commencent à en avoir marre. Israël devient de plus en plus, c'est insupportable, les gens ne supportent plus. Et donc, finalement, et donc je réponds à Salah Kamel qui me dit que sioniste, si c'est le larbin des sionistes, de l'axe américano-sioniste, ça veut dire il est arrivé avec leur bénédiction et il fait tout ce que l'axe américano-sioniste lui dit. Alors, on me pose une question, pourquoi de Soufiane aussi, pourquoi le sionisme a plus de pouvoir aux USA et en Europe? Là, je vous renvoie à mon analyse sur les Sayanim, c'est-à-dire, vous savez, le printemps des Sayanim, où j'ai analysé, enfin une partie évidemment, une petite partie du pouvoir des Sayanim, c'est-à-dire ces dizaines de milliers d'agents, je dis bien des dizaines de milliers de hauts fonctionnaires, de cadres, de politiques, des gens qui travaillent dans la banque, dans l'administration, dans les médias, et qui se sont engagés à travailler pour le Mossad. Et ces gens-là, imaginez qu'en France, il doit y en avoir au moins 3000 à 4000. Donc imaginez leur action dans les médias, dans le monde du cinéma par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire un Dieudonné qui voulait faire en 2000, déjà, même avant son fameux sketch, un film où il parlait que de l'esclavage, eh ben, ça passait pas. Et donc, il contrôle le Centre national du cinéma. Je vous rappelle que le président de la commission qui distribue les subventions pour faire des films, c'était un certain Bernard-Henri Lévy. Bon, donc je pense que c'est même pas la peine d'élaborer sur la pénétration. Imaginez aux États-Unis, les Sayanim, imaginez, mettons 5000 Sayanim à New York dans le monde bancaire. Imaginez 5000 Sayanim à Los Angeles dans le monde du cinéma et de la télévision. Et vous comprenez tout de suite, vous arrivez à comprendre quelle est l'importance de ce travail de sape, de ce travail de fond. Donc, je vous invite à lire tout ce qui se fait sur les Sayanim parce que c'est une façon de comprendre vraiment l'action d'Israël et pourquoi il est si puissant et pourquoi on lui obéit tant. Si on rate cette analyse des Sayanim, je crois qu'on rate beaucoup de choses, c'est-à-dire on passe à côté d'une très bonne explication. Alors, Fauzi me demande pourquoi les musulmans n'arrivent pas à s'entendre. Ça, c'est, comment dire, le rêve de Nasser, c'était justement de faire la nation arabe, de réaliser la nation arabe dans les années 50. Et c'était vraiment, enfin, il avait un projet fantastique. On peut penser ce qu'on veut du bonhomme, l'important n'est pas là, mais c'était son projet de construire une nation arabe. Et évidemment, la France, l'Amérique, etc., ne l'entendaient pas de cette oreille. Et donc, ils ont mené contre lui diverses batailles. D'abord, Israël qui lui a donné un coup sévère en 67, qui a entraîné la mort de Nasser en 69, et donc avec les conséquences que l'on connaît. Et en même temps, il y a des pays arabes, enfin surtout les monarchies. Les monarchies détestaient Nasser. Les monarchies du Golfe, la monarchie marocaine. Hassan II a trinqué le champagne quand Nasser a été battu en 67. Bon, il a fait semblant d'envoyer des militaires après la guerre, et les a envoyés par le train, ce qui fait qu'ils sont arrivés un mois après. Quand il y a eu la guerre de 73, il a envoyé des militaires, mais c'était des militaires dont il voulait se débarrasser. Et donc, en fait, tous ces pays ont travaillé à la chute de Nasser, à la chute de la nation arabe. Et aujourd'hui, on a... C'est pas que les musulmans n'arrivent pas à s'unir, à s'entendre, c'est parce que leur maître,
c'est-à-dire l'axe américano-sioniste avec la France, etc., place des gens à eux, c'est-à-dire ils ont des dictateurs qui leur obéissent. En contrepartie, ils peuvent mettre de l'argent de côté, etc. Et donc, Hassan Sidaoui, tu n'es qu'un pauvre type et je t'emmerde. Voilà. Et je dis, moi je suis un juif arabe et je suis un juif arabe et je peux parler des arabes et je vais rentrer dans un livre avec des intellectuels arabes qui parle du printemps arabe et qui va sortir très bientôt. Et donc, je suis autant que toi et autant que d'autres capable. Et j'ai fait des conférences en Algérie, au Maroc, à Beyrouth. Et donc, tu peux aller te rhabiller là où tu es. T'es un pauvre con, voilà. Et donc voilà. Et malheureusement, le monde arabe, il est, voilà, les peuples. Je parle pas des peuples parce que les peuples, c'est pas les peuples, évidemment, ils veulent l'unité, ils veulent s'entendre, etc. Mais malheureusement, leurs dirigeants, qui sont illégitimes, enfin, il n'y a quasiment pas un seul gouvernement légitime dans les pays arabes. Et avec les printemps arabes, avec le printemps arabe, il y a eu une tentative. Regardez comment l'Occident s'est très vite débarrassé des deux systèmes démocratiques arabes parce qu'ils avaient osé, ils avaient la légitimité et ils pouvaient résister, faire une résistance contre Israël, et malheureusement on les a liquidés. On me demande, Fawzi, l'Algérie est-elle menacée de déstabilisation? Voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui, tous les États arabes qui avaient un projet national ou nationaliste, comme l'Irak, la Syrie, la Libye, où il y avait des régimes stables qui faisaient, vous savez, quand l'Occident dit aux Arabes, il faut laisser de la place à la femme, ils se foutent du monde arabe, ils se foutent des Arabes, parce que tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir des systèmes soumis. Voilà. Et l'Arabie Saoudite, pour eux, c'est l'idéal. Alors, donc, faites gaffe, l'Occident, c'est l'ennemi du monde arabe depuis 2 siècles. Et il vous fera... oui, quelqu'un me dit, Nasser était un dictateur. Vous savez, il y a des périodes où je n'y peux rien. Voilà. L'Occident peut venir avec, soi-disant, ces trucs de démocratie, des élections, etc. Mais total, à quoi ça sert ces élections depuis un siècle ou deux, si ce n'est qu'à mener le système où on veut. Est-ce que depuis 50 ans qu'il y a des élections en France et une démocratie en France, est-ce que les pauvres sont moins pauvres? Est-ce qu'il y a moins de corruption? Est-ce que les riches sont moins riches? Est-ce qu'il y a une meilleure répartition des richesses? Ah, enfin, on peut. Donc, c'était un dictateur, certes, mais peut-être qu'à un moment donné dans l'histoire d'un pays, d'une société, de son niveau d'évolution, il y a un homme fort qui arrive et qui fait ce qu'il a à faire. Voilà. Bon, donc l'Algérie, elle est... oui, enfin bon, ça malheureusement, enfin, je répondrai une autre fois à Jamel. Parce que ça, c'est dans les solutions, etc. Bon, et donc, l'Algérie est, comme le Maroc, il y a encore quelques pays qui conservent l'unité, comme l'Égypte, etc. Mais ces pays ont une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Alors, ils savent très bien qu'on peut leur faire le coup de la Syrie, on peut leur faire le coup de l'Irak, on peut leur faire le coup de la Libye. Et donc, ces pays, malheureusement, enfin, ils sont obligés de se soumettre. Et donc, l'Algérie, vous savez, il y a un moyen très simple, c'est-à-dire, vous prenez, mettons, l'Algérie. Bon. Qui gouverne en Algérie? Bon, il y a une centaine de généraux, les plus influents, il faut dire les choses comme elles sont, qui ont planqué des centaines de millions en Occident, etc., qui ont des immeubles, qui ont des villas et tout. Bon, et le système peut leur dire, du jour au lendemain,
c'est du bien mal acquis. C'est-à-dire, c'est de la corruption, donc on peut vous saisir ces biens. Et donc, c'est une centaine de généraux et d'autres capitalistes, etc. Et du jour au lendemain, on peut leur prendre tout. Vous savez, les Américains peuvent tout faire. Hein. Et donc, et donc, et donc, évidemment, ces généraux algériens, ces hommes d'affaires algériens, je le dis pour les autres pays, hein, je n'ai rien contre l'Algérie, on m'a posé la question sur l'Algérie, mais en fait, c'est valable pour le Maroc, c'est valable pour l'Égypte, c'est valable pour l'Arabie Saoudite, etc. Où est-ce qu'ils mettent leur fric? Les potentats arabes, où est-ce qu'ils achètent leurs biens? Hein, c'est pas en Afrique. Donc, ils vont à New York, ils vont à Paris, ils vont à Genève. Là où l'Amérique peut intervenir et bloquer leurs avoirs. Et c'est un moyen de pression extraordinaire. On n'a même pas besoin d'envoyer les militaires, etc. D'accord? Voilà. On leur dit, bon, si le jour où on voudra, ben, on trouvera le moyen, vous savez, une résolution Conseil de sécurité. Vous savez, les Américains, ils sont capables de tout. Ne l'oubliez pas. Et donc, voilà. Alors, bon, quelqu'un m'a dit que j'étais du Mossad. Oui, effectivement, je suis un lieutenant-colonel du Mossad. Et c'est comme ça que je connais les choses. Et donc, voilà, après tout, je vous serre la main de la part du Mossad. Il me paye 20 000 euros par mois. C'est très sympathique. Le Mossad est une grande famille, c'est une belle famille. Et voilà, si quelqu'un veut rentrer, je peux le faire rentrer à 5 000 euros par mois. D'accord? Bien. Alors, vous nous donnerez des, j'ai pas envie de répondre à ça, s'il te plaît, parce que c'est très compliqué. Un jour, je ferai un truc sur le Maroc, et parce que c'est très compliqué de parler de Hassan II, parce qu'en fait, il y a toute l'action du Mossad dans les années 50, 60. On ne peut pas répondre par une phrase. Donc, un jour, je ferai une émission sur le Maroc, au moins une, enfin, j'en ferai plusieurs, mais je ferai une surtout sur l'action du Mossad à partir des années 48, lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont mis la pression sur le pays, qu'ils ont fait partir des Juifs, etc. Enfin bon, c'est toute une histoire. Je vous assure, c'est pas bon. Alors, pourquoi je défends les arabo-musulmans? C'est une bonne question. D'abord, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la voir sur YouTube, avec Somaya, Nourrir sa foi. Donc, vous tapez Nourrir sa foi. Et bon, en fait, bon, d'abord parce que je suis d'origine marocaine. Je me définis comme un juif arabe, comme disait le regretté, comment il s'appelle, Abraham Serfati. Donc, je me considère comme un juif arabe. Donc, j'ai une sensibilité arabe. Et j'ai mal au cœur quand la nation arabe prend va vers la catastrophe, reçoit des coups, quand les musulmans en France sont soumis, par exemple, sont soumis au diktat des sionistes. Je vous rappelle juste un fait pour vous montrer à quel point le monde arabo-musulman souffre en France, par exemple, de l'action des sionistes. En 83, lorsqu'il y a eu une manifestation bon, donc, Sana, Sonia, je vous embauche pour le Mossad. Je vous envoie un chèque de 5 000 euros. D'accord, voilà. Et donc, en 83, lorsqu'il y a eu cette marche des beurs, 100 000 qui voulaient, et il n'y avait pas de voile à l'époque, il n'y avait pas de communautarisme à l'époque, etc. Quelle a été la réponse du gouvernement qui est soumis aux sionistes? Il ne faut pas l'oublier. La création de SOS Racisme par qui? Par Bernard-Henri Lévy, Julien Drey. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, en fait, et c'est moi, en m'alliant ou en aidant ou en soutenant les arabo-musulmans en France, c'est une des façons de combattre le sionisme. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que combattre le sionisme, c'est d'abord le combattre en France. Alors, donc, voilà. Ah oui, Fillon a semblé changer un peu. Il a mis de l'eau dans son vin sur la Syrie. Vous savez, hier, je vous ai dit une chose. Il ne faut jamais faire confiance dans les hommes politiques. D'accord? Voilà. Ça, c'est un principe. Ça, c'est un principe de base. Ça, c'est un principe de base. C'est-à-dire, un homme politique peut dire ce qu'il veut avant les élections. Vous savez, Chirac a dit au moins une chose intéressante. C'est qu'il a dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui les entendent. Voilà.
Donc, ne croyez jamais un homme politique qui dit la Syrie c'est ceci, la Syrie c'est... Vous savez, un homme politique, il est capable de vous dire, il est quelle heure là? Il est 19h05, il est capable de vous dire il est 7h05 du matin. Voilà. Preuve à l'appui. Un homme politique est quelqu'un qui ment comme il respire, qui change de programme comme de chemise. Et donc, il faut jamais... il arrive au pouvoir et là, il va s'adapter. C'est-à-dire, il va voir, bon, qu'est-ce que je peux faire pour rester au pouvoir, etc. Donc, aujourd'hui, bon, il est allé un peu loin sur la Syrie, Fillon, qui a exprimé probablement une opinion qui est assez répandue dans la classe politique, mais que cette classe politique n'ose pas affirmer, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire la Syrie, il faut discuter avec elle, avec le président, etc. Donc on a dû lui dire, François, écoute, tu es allé un peu loin, ça risque de nous créer des ennuis, reviens un peu. Donc il revient. Écoutez, je vais vous donner une autre illustration qui est très drôle d'ailleurs. Manuel Valls, paraît-il, a gauchisé son discours. Voilà. Donc il a été de droite pendant 3-4 ans, un mec dur, enfin pas mussolinien. Et tout d'un coup, on a dû lui dire, Manuel, écoute, il faut gauchiser le discours. Alors il a gauchisé, voilà. Et les gens se disent, il parle du social. Mais attendez, mais enfin réveillez-vous, c'est-à-dire, enfin, nous, entre nous, on peut se dire, on sait ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, il se dit, bon, tiens, aujourd'hui, je vais gauchiser un peu parce que, mais c'est un cirque. Voilà, donc, sur ce, demain ou après-demain, je vous retrouve avec grand plaisir. Donc, n'oubliez pas de me donner vos impressions. J'essaierai de tenir compte Abdel-Latif Hassan II a-t-il une fille en Israël? Écoutez, enfin, même si je suis lieutenant-colonel au Mossad, je n'ai pas ce genre d'informations. Je suis désolé. Donc voilà. Et donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne année parce que hier j'ai pas pensé à le faire. Et puis ben à très bientôt. Voilà, on va établir le contact. Voilà, comment dire, ça va s'améliorer parce que j'ai pas l'habitude. Enfin, j'ai l'habitude de faire des conférences, mais de regarder comme ça. Alors oui, le CCIF a été financé au départ par Jean Sol. J'ai envie de répondre à cette question pour clore. Vous savez, on trouve toujours, moi j'appuie beaucoup le CCIF, il fait un boulot fantastique. Alors, que Soros lui donne quelques milliers d'euros, à la limite, j'en ai rien à fiche. C'est-à-dire que le CCIF va prendre l'argent où il pleut. Bon, et vous savez, si on commence à chercher qui paye quoi, par contre, le CCIF, pour moi, est une des rares organisations qui fait du bon boulot en France pour défendre les musulmans, pour défendre l'islam. Et ça, je leur tire mon chapeau. Et je voudrais qu'ils sachent, ils le savent. Et il faut. Donc, c'est ce genre de bruit. Vous savez que l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, je le dis pourquoi? Parce que l'Association France-Palestine Solidarité me boycotte Jacob Cohen, boycotte le printemps des Saïanis, ils reçoivent 180 000 euros par an du gouvernement. D'accord? Alors, c'est très facile de dire oui, il reçoit, etc. Donc, et n'oubliez pas une chose, c'est que le système aussi a de temps en temps envie de nous envoyer des trucs pour nous diviser. Le CCCIF, bravo. Voilà. Et si vous pouvez, je le dis aux gens, adhérer, appuyer, etc. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Eh oui, c'est trop court, mais malheureusement, enfin, si on le fait régulièrement, on reviendra, etc. Donc, salut mes amis égyptiens, et puis à très bientôt. Ciao. Comment on a, hein? Ici? Ciao.